La Cour de cassation nous dit qu'une loi étrangère, compétente d'après la règle de conflit, qui ne connaît pas la réserve, n'est pas en elle-même contraire à l'ordre public, dès lors que son application concrète, au cas d'espèce, ne conduit pas à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. La question qui se pose est de savoir ce qu'il faut entendre par principe essentiel du droit français, et dans les arrêts rendus par la Cour de cassation, nous avons deux critères qui sont mis en avant par la Cour, ou plutôt que la Cour de cassation reprend, mais semble assimiler, reprend la Cour d'appel, mais semble faire sien, le critère de la précarité et le critère du besoin. Alors, ce sont deux critères qui, a priori, sont de nature très différente, puisque la notion de précarité renvoie à l'idée d'incertitude, précarité économique ou précarité personnelle, là aussi ce serait à préciser, alors que la notion de besoin renvoie à quelque chose de beaucoup plus connu juridiquement, puisque c'est une notion qui a été élaborée peu à peu dans le cadre des obligations alimentaires, et que l'on trouve d'ailleurs dans les successions, puisque, comme vous le savez, l'héritier réservataire qui a renoncé à sa réserve peut demander la révocation de sa renonciation si, nous dit l'article 930-3 deuxièmement, si au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires. Donc la question qu'on peut se poser est de savoir si les deux critères sont des critères distincts ou s'il convient de les apprécier ensemble, en quelque sorte, en ce sens que la précarité renverrait quand même à l'idée de besoin, un besoin qui n'est peut-être pas encore réalisé, concrétisé, mais qui risquerait de le devenir si l'intéressé n'avait rien dans la succession. Alors, comment réussir à définir ces critères? Donc, je l'ai dit, la précarité est une notion encore relativement floue. On la connaît en droit social, on la connaît dans d'autres domaines du droit, mais on la connaît peu dans le domaine du droit civil et surtout pas dans le domaine de succession. La notion de besoin, elle, est une notion qui est plus cadrée. Donc là, je pense que la notion de besoin, en plus, renvoie à l'idée de solidarité, puisque dans les arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation, on ne sait pas trop ce que sont les principes essentiels, mais quand on réfléchit au fondement actuel de la réserve, on finit par conclure que le seul fondement aujourd'hui défendable, c'est l'idée de solidarité entre les générations, ou plus exactement, de responsabilité de l'individu à l'égard de ceux à qui soit il a donné la vie, les enfants, ou envers qui il s'est engagé par le mariage. Et c'est ce fondement qui justifierait qu'aujourd'hui ait été maintenue la réserve à l'égard des enfants et à l'égard du conjoint, alors que la réserve des ascendants, elle, a disparu. Alors même qu'on pourrait trouver l'idée de solidarité, mais peut-être pas de responsabilité comme on la retrouve pour les enfants et pour le conjoint. Par conséquent, l'idée que l'on pourrait construire peu à peu, à partir de cette jurisprudence assez mystérieuse de la Cour de cassation, serait qu'une loi étrangère qui n'assure pas de quoi vivre aux personnes envers lesquelles on s'est engagé, parce qu'on leur a donné la vie ou parce qu'on s'est marié avec elles, eh bien, une loi étrangère qui ne reconnaîtrait pas ces besoins essentiels devrait être écartée. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a dit que la moitié des choses, car il faut encore savoir comment apprécier la façon dont la loi étrangère remplirait en quelque sorte les besoins des héritiers réservataires qui ont été écartés de la succession. Donc c'est la question des équivalents fonctionnels de la réserve, équivalents fonctionnels dont on parlera sans doute au cours de cette matinée, mais qui sont assez difficiles à apprécier par le juge français, ou par le notaire lorsqu'il va devoir traiter la succession, puisque le juge ou le notaire, a priori, devra se renseigner à la fois sur le contenu des lois étrangères, sur la nature des mécanismes que celle-ci prévoit, sur la façon dont les juges étrangers ont pu la mettre en œuvre pour remplir ou non ce qu'ils estiment être les besoins de l'intéressé, et puis enfin s'interroger également sur la possibilité technique de l'intéressé, réservataire écarté, de pouvoir mettre en œuvre ces moyens. Certains moyens, en effet, sont soumis à des conditions de compétence judiciaire qui ne sont pas forcément réunies ou qui ne correspondent pas forcément à ce que nous pouvons mettre en œuvre avec nos règles de droit français. Donc il y a à la fois tout un travail sur le contenu de la loi étrangère, sur ses modalités d'application par le juge étranger et sur la possibilité technique de le mettre en œuvre
qui devront être pris en considération par le juge pour savoir si, oui ou non, cette loi étrangère contrevient aux principes dits essentiels du droit français. Donc voilà quelques problèmes qui se posent pour une jurisprudence qui, à l'évidence, est une jurisprudence en pleine construction.